de ce drame. Aujourd'hui, c'est à leur demande que nous accueillons Christophe Monroe, qui est président, et M. David Bossard, sauveteurs bénévoles de la station SNSM des Sables d'Olonne. Ils vont nous donner leur témoignage de ce qui s'est passé, de leur expérience de sauveteurs embarqués, et nous dire aussi ce qui devrait être fait pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Donc c'est vraiment une rencontre, un échange, un témoignage que nous recueillerons ce midi. Peut-être, monsieur le rapporteur Didier Mandelli, souhaites-tu ajouter d'autres choses? Merci, Madame la Présidente. Très peu de choses, simplement que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous accueille aujourd'hui au Sénat. Vous avez vécu ce drame de l'intérieur. Vous avez perdu vos collègues, vos amis, vos partenaires. Et donc, il nous paraissait logique de vous recevoir après toutes les visites qu'on a pu faire sur le terrain. C'était l'objectif. Et après la première qui avait débuté au Sable. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse échanger, voilà, à bâton rompu, que vous nous fassiez part de vos ressentis, de ce que vous avez vécu, et puis surtout effectivement, comme le disait la présidente, comment faire en sorte, dans le cadre de l'organisation générale de la SNSM, dans les relations que vous pouvez avoir, vous avez eu et que vous avez peut-être aujourd'hui, enfin comment tout ça est intégré et comment vous aujourd'hui par rapport aussi à ce qu'on a connu cet été, comment vous, sur un plan personnel et collectivement par rapport à l'équipe, comment vous vivez les choses aujourd'hui également. Donc on vous laisse, puis voilà, ça se fera. Monsieur Monroe, je vous donne donc la parole. Merci. Déjà, vous remercier de nous recevoir. C'est quelque chose qui n'est pas habituel pour nous. Donc un grand merci à vous tous. Relater la journée du 7 juin, bah, écoutez, elle avait débuté, comme tout le monde le savait, avec cette tempête qui était annoncée sur la côte, plus particulièrement chez nous, en Vendée. La Charente-Maritime était concernée également, et elle a débuté par un problème avec notre bateau qui est en réparation actuellement, qui sortait de réparation, et on s'est aperçu qu'il y avait d'autres soucis. Et c'est un bateau qu'on devait remettre opérationnel ce jour-là, qui malheureusement, on ne l'a pas, enfin, j'ai pris la décision de ne pas le remettre opérationnel. C'est pour ça qu'on a gardé le bateau de réserve. On a appris qu'un des marins des Sables était en mer ce jour-là. On l'a appris par hasard dans la matinée. On s'est posé la question pourquoi il était en mer avec ce temps-là. Le patron titulaire de la station m'a appelé. Il avait appelé David de mémoire aussi. Un ancien patron de la station avait réussi à le contacter par téléphone et lui avait conseillé de ne pas rentrer au Sable, d'essayer de partir, se mettre à l'abri, ce qu'on appelle dans le Pertuis à l'île Dorée. Il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il allait virer son chalut et qu'il allait essayer de rentrer au Sable. Il a essayé de le persuader de faire l'inverse, mais bon, voilà, c'était quelqu'un de têtu qui n'a pas voulu écouter et qui a pris la décision de rentrer au Sable. On s'est concerté, on a décidé de partir avec le bateau, mais pas sortir du port. La première idée était de rester le long de la Grande Jetée, à l'abri. Alors à l'abri, c'est un grand mot, mais à l'abri quand même. Et je sais pas, 3 minutes après environ, le CROSS nous a contactés. David avait contacté le CROSS par radio en leur expliquant ce qu'on allait faire. Le CROSS avait du mal à comprendre. Il ne comprenait pas qu'on s'engageait, qu'on allait se mettre à l'abri, qu'on allait attendre. Donc il ne comprenait pas. David leur expliquait que l'entrée des Sables était plus praticable. C'était blanc et qu'on ne pouvait plus le pratiquer. Qu'il n'arriverait pas à rentrer. Et qu'il n'arriverait pas à rentrer. Et 3 minutes après, ils nous ont rappelé en nous disant que la deuxième balise de détresse était déclenchée. Alors on ne savait pas que la première balise était déclenchée, nous. Donc ils nous ont prévenus, quand la deuxième balise était déclenchée, ils nous ont dit, alors de mémoire textuellement, c'est ces mots-là, engagez-vous. C'est ça. Mais on peut le prendre comme un ordre, mais on n'est pas obligé de le prendre comme un ordre. À bord, on était 7, il y avait un patron. Le reste de l'équipage était là, David était à la radio. Je pense que si un seul d'entre nous avait dit bah non, on n'y va pas parce que les conditions sont telles qu'on ne va pas s'engager, on aurait fait demi-tour. Là, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a rien eu. La décision s'est prise, on est parti. Donc on a bien pris les passes comme il fallait. On a essayé d'éviter le plus gros pour bien s'écarter. Malheureusement, quand on a été passé, eh ben là,
pris une vague qui nous a fait exploser les vitres, toutes les vitres avant. Donc on s'est retrouvé avec de l'eau jusqu'au ventre. Dans un bateau étanche à l'origine, donc la porte de derrière fermée, donc l'eau ne pouvait pas sortir. La première chose était d'essayer de prévenir le cross, d'ouvrir la porte de derrière pour faire sortir de l'eau. Et notre copain Yann, lui, était tombé. On avait un poste avant, il y avait un escalier qui descendait dans le bateau. Et la différence des bateaux avec maintenant, c'est que c'était pas fermé. Maintenant, il y a une porte étanche sur les bateaux. Il n'y a plus d'accès pour aller en bas. Là, c'était ouvert. Donc l'eau est rentrée, mais elle est allée en bas. Yann est tombé. Nous, on s'est tous attablés à faire quelque chose. Le patron qui était à la barre a fait demi-tour. On s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. La seule solution, on a compris que c'était la plage. La rentrée dans le port était plus possible, c'était trop dangereux. Donc la plage, et puis essayer d'évacuer l'eau comme on pouvait. Il s'est avéré qu'on arrivait à évacuer un peu d'eau, mais que malheureusement, le bateau était alimenté avec un groupe électrogène pour l'électricité, et que ce groupe continuait à tourner. Il était en court-circuit, mais il n'y avait pas de disjoncteur. Ce qui fait que le bateau s'est électrisé complètement. C'est-à-dire que vous touchez quelque chose, vous prenez du 220. En ayant les pieds dans l'eau, c'est pas agréable. Donc c'était très compliqué, il fallait gérer cette porte qui était ouverte et les vagues qui arrivaient toujours derrière, donc l'ouvrir, la fermer en fonction des vagues, réussir à se tenir en prenant du 220, écoper l'eau dès qu'on pouvait. Moi, j'ai réussi à trouver une petite VHF portable et à contacter le CROSS en leur demandant un hélitreuillage prioritaire. Je savais qu'il y avait un hélicoptère qui allait arriver. De par ma profession, je savais qu'il n'allait pas nous treuiller tous les 7, c'était sûr. Il allait pouvoir en prendre 3, 4 peut-être. Mais il fallait qu'on s'écarte de la côte pour treuiller. Arriver à la côte, c'était pas possible. Il n'y avait pas de treuillage possible. Et puis là, il est arrivé ce qui devait arriver. On a longé la côte. La vague fatidique qui nous couche. Moi, je suis éjecté. La deuxième vague, le bateau se redresse, se recouche aussitôt et se met à l'envers. David est éjecté le deuxième. Mon fils est coincé dessous. Il arrive à se dégager. Il ne sait pas comment, en décrochant son gilet. Et les trois autres... un qui arrive à sortir, je pense, qui a réussi, Dimitri, le plus jeune, qui a dû réussir à sortir tout seul parce qu'il flottait près derrière moi. Mais personne ne l'a vu sortir. Il n'y a que Jérôme, mon fils, qui l'a vu, qui l'a appelé, mais il répondait déjà plus. Alain et Yann sont restés coincés à l'intérieur et Emmanuel, qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, a eu de la chance. Il avait un gilet sur lui qui a percé. Alors, il a dû prendre dans le coup. On pense dans quelque chose en fer ou en dessous le siège, quelque chose qui a percé le gilet. Et quand il a senti l'eau qui montait, arrivé à un moment la tête sous l'eau, et il a trouvé ce passage du poste avant. Mais bateau à l'envers, il n'est pas descendu, du coup il est monté. Et il s'est retrouvé dans le poste avant, avec de l'eau. Je pense qu'il devait avoir de l'eau à peu près à la taille, environ. Et nous à l'eau. Donc après la mer a fait... J'ai gonflé le gilet à David qu'il n'arrivait pas à gonfler. J'ai vu mon fils sortir, qui a réussi à attraper une frite, et là après on a pris une vague, et la première vague nous a emmenés, et après la mer a fait ce qu'elle a voulu de nous. Dans la presse il a été relaté qu'on avait nagé, Alors on a nagé, en aucun cas on a nagé. Je modifie quiconque de nager d'ailleurs dans ces conditions, en plus sans palme, sans rien. Nous en combinaison, Jérôme lui était en survêtement avec une polaire sur lui. Donc c'est impossible de nager. Et là, on est parti. Donc Jérôme et David fini. On a mis 20 minutes, je crois, en gros, à aller à la côte. Alors, la distance, on ne l'a pas, la distance réelle. Il y a des gens qui m'ont parlé de 800 mètres du rivage, d'autres qui ont parlé de 200 mètres. J'en ai aucune idée. On sait qu'on a mis environ 20 minutes pour revenir à la côte. Et Jérôme et David sortent au même endroit. Et moi, je sors 200 mètres plus loin, en partant du même endroit. On était comme ça, côte à côte. Hein. Et là, on est parti vraiment. Et la mer nous a emmenés où elle a voulu. Il a fallu que nous, on arrive à se débarrasser de nos gilets qui étaient gonflés parce qu'on a compris qu'on allait se noyer avec nos gilets si on les gardait. Donc il a fallu les enlever. On a réussi, tant bien que mal, à les enlever. Et on a fini échoué, c'est comme le bateau, hein, on a fini échoué dans les rochers. Et là, moi, quand j'arrive, je vois David qui sort, je le vois plus loin qui sort. Je ne vois pas mon fils, je ne sais pas où il est. Et j'ai Dimitri, qui est 20 mètres derrière moi, qui flotte 20 mètres derrière moi. Où là, je comprends très vite que ça va être compliqué pour lui. Et là, des jeunes de l'ISO qui étaient là, entre autres, là, qui étaient en stage,
instinctivement se sont mis à l'eau. Il y en a un qui s'est déshabillé, j'ai le souvenir de le voir en caleçon et se jeter à l'eau. Je me suis dit, ouais, mais il est fou. Et ils sont mis à l'eau pour le sortir. Après, nous, après ça a déroulé toute la journée. Les secours se sont organisés. Et après, on a été amenés à droite, à gauche, de manière à ce qu'on puisse au moins retrouver nos familles déjà. Donc voilà la journée du 7 juin pour nous. David, si tu as des choses à rajouter. Ouais. Peut-être pas la peine que j'appuie sur le micro, si, quand même. Ben, bonjour, puis merci de nous recevoir. Ben, écoutez, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, ce matin-là, on savait qu'il y allait avoir gros mauvais temps. Alors, excusez-moi, hein, j'ai un vocabulaire des moments, si vous ne comprenez pas, vous dites. On s'est parlé effectivement avec un ancien patron, comme quoi quelqu'un était bien à la mer. Où là, j'ai halluciné quand on m'a dit ça. J'ai dit, tu rigoles ou quoi? Il me dit, non, non, je te jure, il est à la mer. Donc là, j'ai eu Yann, le patron titulaire, qui n'était pas encore au courant. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, on fait comme d'habitude, parce qu'en réalité, quand il fait très mauvais, moi je suis à la SNSM depuis 2004, les anciens nous ont toujours appris à aller nous mettre à l'abri de l'acheter pour être prêt à intervenir s'il y a besoin. S'il y a besoin. Et donc cette décision a été prise, comme a dit Christophe, en commun, de se préparer, de se mettre à l'abri de l'acheter. Et que si le bateau, on arrive à le convaincre d'aller dans les pertuis ou d'élargir pour attraper les grands fonds, ben c'est gagné. Et s'il a un problème dans les passages, ben on est là pour intervenir. Donc effectivement, comme a dit Christophe, la sortie s'est pas trop mal passée. On a pris 5-6 pètes normales. L'état de la mer, c'était complètement normal. Et puis après, on était plutôt... Moi, j'étais à la radio et à la carte, donc je guidais le patron. On était plutôt convaincus, on était plutôt contents, parce qu'on avait passé les passes. Je me souviens très bien de dire à Manu, yes, cool, vas-y, prends dans l'ouest, c'est bon, c'est gagné. Et à mesure qu'on a pris dans l'ouest, et ben là, ça s'est déchaîné, mais déchaîné. On voyait, il y avait 7 à 8 mètres de creux, on arrivait dans les fonds, elle était déjà au-dessus de nous, enfin, ça ne pouvait pas durer. On a vu la mer changer en quelques minutes, et effectivement, on avait beau relever la tête, on était dans les fonds, et les crêtes étaient déjà au-dessus de nous, et on faisait sous-marin, quoi. Donc jusqu'au moment où les vitres se sont brisées. Comme tout le monde l'a toujours dit, lors de ce malheureux accident, il n'y a jamais eu un bruit. Tout a explosé à l'intérieur de la passerelle. Moi, je me suis redressé pour appuyer sur ce qu'on appelle le bouton distress, qui n'a pas déclenché puisque j'ai pris du 220 et j'étais obligé de retirer mon doigt. Et je suis parti à la porte derrière tout de suite pour essayer d'évacuer de l'eau. Et après, je me suis retrouvé donc à la porte avec Christophe qui avait une petite VHF, comme il a dit tout à l'heure, et Jérôme à genoux dans le couloir. Et la grosse difficulté de tout ça, c'est que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Parce que les décisions que j'ai demandé au patron de partir à la plage, il m'a répondu « Je peux pas, j'ai pas de bar ». Alors je lui ai regardé, j'ai dit « Prends dans l'ouest, prends dans l'ouest ». J'ai pas de bar, mais que le bâbord pour essayer de monter dans l'ouest. Et on n'a jamais réussi. Si on avait réussi, on savait qu'on sortait, qu'on ne pouvait pas rentrer de toute façon. Ça, on le savait, l'état de la mer, on est habitué, il fait pas beau, ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre. On attend un couple d'heures et on rentre après, c'est pas grave. Et effectivement, on n'avait pas de solution en réalité. On n'avait aucune solution avec un volume d'eau tellement important dans la passerelle et dans le pic avant. Jérôme a essayé d'écoper à genoux tant qu'il pouvait. Après, on se retrouvait quasiment 3/4 arrière, donc les vagues, les coups de mer cherchaient à remplir le bateau. Donc Christophe était à côté de moi, j'arrivais à coincer la porte avec mon épaule parce que, je tiens à le redire, à cause du 220, on ne pouvait plus toucher la structure. Donc il n'y a que les genoux ou les épaules, parce que moi je suis scaphandrier de métier et plongeur à la station et patron. Et quand il fait pas beau, je me mets toujours en combinaison. Et quand je suis arrivé au bateau, Christophe est arrivé après, il me dit « Qu'est-ce que tu fais en combat ?» J'ai dit « T'as vu la météo, tu rigoles ?» Il me dit « Je m'habille. » Et ce qui fait qu'on était tous les deux en combinaison, heureusement. Et donc avec les combinaisons, ça me permettait de pouvoir pousser la porte avec mon genou et mon coude pour pouvoir empêcher l'eau de rentrer par les 3/4 arrière. Et c'est vrai que je m'étais muni de ces deux frites en passant parce que de toute façon, quand les carreaux sont... Enfin, moi, j'ai 3 navires de plus de 20 mètres. Je connais un petit peu la mer quand même. Quand les carreaux sont cassés, on savait que ça allait partir. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu d'énervement, ni de cris, ni de... Il n'y a rien eu en réalité. Il y a eu juste quelques mots. On va à la plage. Non, j'ai pas de bar. Bon, va dans l'ouest, monte dans l'ouest. Je peux pas, j'ai eu plus de moteur. Mais que le bâbord, vas-y, cherche à monter sur le bâbord. C'est tout ce qu'il y a eu comme bruit. Je revois Christophe à côté de moi parler à la VHF en essayant de demander un hélico. De toute façon, l'hélico,
il a repris personne, puisque, je ne sais pas comment vous expliquer, même s'ils avaient envoyé une sangle, si vous la mettez au point bas ou au point haut, la chute va être tellement importante qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'arracher. Soit c'est les bras, soit c'est le thorax. Donc bon, moi, j'y croyais pas du tout. Donc effectivement, quand on a pris, on s'est couché, j'ai vu Christophe s'éjecter parce qu'il était à côté de moi. Et le bateau a cherché à revenir tout doucement. Et là, à ce moment-là, j'ai vu Jérôme sortir de l'eau. Je lui ai donné une frite. Mais le bateau, pour moi, il s'est recouché à un moment donné. Il a perdu la frite et heureusement, il l'a récupérée parce qu'il n'avait aucun moyen flottant. Et ça, c'est ce qui l'a permis d'aller à la côte. Et je voyais les gars dans la passerelle. Moi, ça m'a... Ça fait plus de 30 ans que je suis bénévole et volontaire. J'ai fait 20 ans chez les pompiers. Et depuis 2004 à la SNSM. Et la seule chose qui me remord aujourd'hui, c'est que j'ai rien pu faire pour les collègues. Et donc j'étais obligé de lâcher. Et j'ai couru sur Christophe, tant bien que mal, parce que j'étais tellement vexé de ne pas pouvoir rentrer dans la passerelle pour sortir les gars. J'ai dit, Christophe, viens me gonfler, je peux plus. J'ai essayé de tenir jusqu'au bout et j'ai jamais pu. Puis après, coup de mer, etc. Quand je suis arrivé à la côte, effectivement, il y avait des gamins qui étaient là. Mes pieds ont touché le sol et là, quand je me suis retourné, j'ai vu le bateau à l'envers. Et je savais qu'ils étaient dedans puisque j'étais le dernier à être resté accroché au barreau pour essayer d'aider les copains. Et là, j'ai voulu repartir dans l'autre sens. Et heureusement, les pompiers sont arrivés, ils se sont jetés habillés pour me récupérer parce que je m'en allais à l'opposé de ce qu'il fallait. Je retournais en mer en réalité, à la nage. Et là, les pompiers sont venus jusqu'à moi en nageant et ils m'ont dit reviens, tu vas te noyer. Et j'ai regardé, j'ai dit bah non, t'as des palmes. Et là, ils m'ont dit non, on est habillés. Et là, je leur ai dit c'est pas grave, je vais vous ramener. Donc la tête était complètement un petit peu perdue. Voilà un petit peu moi comment je ressens l'intervention aujourd'hui. Moi, tout ce que je sais, c'est que le regret, c'est d'avoir emmené un gamin avec nous. Moi, j'y retournerai, mais je n'emmènerai plus jamais de gamin avec nous. Oui, mais il n'avait pas d'expérience. Et je pense que ça, c'est important. Parce qu'en réalité, ce gamin, il s'est assis dans la passerelle, on ne l'a jamais vu. On l'a juste vu mort à la fin, quoi. Et alors, Jérôme, le fils à Christophe, est plus jeune, mais moi, je l'ai eu en stage. Il est parti dans la marine, enfin, dans la navigation. Il est habitué à naviguer comme nous. Donc, je veux dire, quelque part, je suis désolé, Christophe, mais ça me gêne moins, quoi. Oui, non, Que ce mécanicien, il s'est assis dans le bateau. Moi, j'étais à la radio à l'acheter. Je revois, il était assis. Et je suis sûr que déjà, il était déconnecté et qu'il se demandait où on l'emmenait. On n'aurait jamais dû l'emmener. Donc aujourd'hui, moi, de cette intervention, tout ce que je sais, c'est qu'on ne prendra pas ma place demain pour y aller. Ça, c'est clair. C'est moi qui irai et il y en a qui descendront. Les jeunes sans expérience ne monteront pas à bord. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis reparti à la mer 5 jours après, donc je le surmonte sans problème. Je suis plus vexé d'avoir perdu beaucoup de mes capacités en vieillissant. Parce que j'ai vieilli. Et je ne suis plus l'homme que j'étais. Et j'ai rien pu faire pour mes collègues. Voilà, il n'y a que ça qui me vexe. Il n'y a que ça. Mais on a fait notre devoir et on le refera. Il n'y a aucun problème. Alors par contre, je tiens à dire que je ne fais pas partie de la famille de la SNSM puisque je ne contribue pas à cette politique. Moi, je fais simplement partie de la famille des marins de Vendée. Et je monte dans le bateau pour sauver mes amis ou les gens qui sont dans mon département. Ça, je tiens à vous le préciser. Je suis rentré parce que mon beau-père était le président de la station à l'époque. Malheureusement, il est décédé. Et il avait exactement la... Alors, est-ce que j'ai pris sa mentalité ou est-ce que c'est venu après? Mais moi, je ne fais pas partie de la famille de la SNSM. Je fais partie de l'équipe du bateau de sauvetage des Sables d'Olonne du département de la Vendée. Parce que je ne contribue pas du tout à cette politique qu'ils ont adoptée depuis des années et qu'ils adaptent encore aujourd'hui. Puisqu'il faut quand même... Bon, je pense qu'on va en parler, mais depuis le 7 juin, on ne les a jamais vus. Les seules personnes qu'on a vues, c'est nos élus, qui nous ont beaucoup soutenus. Yannick Moreau, Bruno Retailleau, les gens qui nous entourent dans le département. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, le bateau et la station de sauvetage
bah, moi, je vais secourir les gens devant mon port. J'ai rien à voir avec la SNSM. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Juste quelque chose, oui, vous pouvez comprendre, il y a un petit peu d'amertume avec la SNSM, mais je sais que vous avez reçu tout à l'heure les gens du siège, donc c'est très compliqué pour nous avec le siège. Bon, moi en particulier, ça a été compliqué avec le président de la Gorse. Alors les raisons, elles sont simples, je vais vous les donner parce que c'est pas compliqué, c'est très simple. Il est arrivé le vendredi soir avec des propos que je n'ai pas appréciés du tout. Il parlait beaucoup plus d'argent que d'humain, et je pense que ce n'était pas le but ce jour-là. Et le jour de l'hommage national, il avait qu'une idée en tête, c'était d'accueillir le président de la République. Mais quand je vous dis qu'il avait que ça en tête, il avait réellement que ça en tête. Ça a commencé à 7 h le jeudi matin, le jour de l'hommage. Il a commencé à m'appeler à 7 h le matin jusqu'à 9 h 30 en me disant qu'il fallait que ce soit lui qui accueille le président de la République. J'ai fini par lui dire que je ne pouvais pas lui interdire. S'il voulait être là, il pouvait être là, je ne pouvais pas lui interdire. Mais que s'il venait, nous, on allait partir. On ne serait pas présent. Et que les 4 rescapés auraient quitté le local où on a reçu le président, et on serait parti sur les lieux de l'hommage national. Ça a coupé court, il m'a dit qu'il restait où il était. De ce jour-là, c'est très tendu avec moi et on ne se parle plus. Je viens d'apprendre dernièrement qu'il a dit qu'il ne viendrait plus au Sables d'Olonne. C'est pas très grave. On pourra vivre sans lui, qui sera sûr. Donc voilà pourquoi c'est tendu. Il y a des choses qui n'ont pas très bien passé. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est arrivé il y a 6 ans, je crois, de mémoire à la SNSM, comme président. Il était déjà avant comme vice-président. On comptait beaucoup sur lui. C'était la première fois que ce n'était pas un amiral qui devenait président de la SNSM. Alors on aime ou on n'aime pas les militaires. Il y a une certaine rigueur quand même chez les militaires. Mais ils ont surtout quelque chose, c'est que si on avait eu un militaire ce jour-là, je pense que le militaire se serait déplacé au funérarium au moins une fois. Et qu'il serait venu se recueillir sur les 3 cercueils. Ce qui là n'a pas été le cas. Il est arrivé au Sables d'Olonne le mercredi soir. Et ça, je le sais. À 18 h, il était au Sables d'Olonne. L'hommage national était le lendemain matin. Eh bien, monsieur n'a pas daigné se déplacer au funérarium, se recueillir sur 3 cercueils. Il me semble que le président de la SNSM, c'est lui et c'est pas moi. Moi, je suis président de la station des Sables d'Olonne, mais pas de la SNSM. Donc voilà pourquoi ça s'en est rendu à ce point. Alors, je ne suis pas fâché avec tout le monde, hein, la SNSM, je vous rassure. Le président ne se parle plus, j'ai rien à lui dire. Par contre, les gens que vous avez vus, entre autres, que ce soit Benoît Courchier aux finances ou même Jean-Christophe Nouraud, ce sont des gens que j'ai eu l'occasion de revoir depuis et avec qui je n'ai aucun souci. Bon, Benoît Courchier aux finances, hormis gérer sa partie pour les épouses, maintenant les successions, ça se limite à ça. Et puis Jean-Christophe Nouraud, j'ai eu l'occasion, je ne le connaissais pas, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, malheureusement par rapport aux problèmes de bateaux que l'on a, qui, je suppose, ils ont dû vous en parler, sont en cours de réparation. Mais pour vous dire que les finances, ça ne va pas à la SNSM et qu'on peut se fâcher, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines après, ils sont venus de Paris, Benoît Courchier est venu de Paris, et pour commencer à faire les dossiers pour les épouses. Et j'ai dit, ça tombe bien que tu viennes, il va falloir qu'on discute, mais nous, on a perdu nos portables, nos lunettes, nos clés de voiture, nos papiers d'identité, enfin, on avait tout perdu, quoi. Et je lui dis, comment ça se passe? On fait comment pour nous rembourser? Et la réponse qu'il m'a faite, il m'a dit, je ne sais pas, on n'est pas assuré pour vous, et on va essayer de débloquer de l'argent pour vous rembourser. Alors, ma réponse a été rapide. Je dis, ta phrase me plaît, mais tu enlèves juste un mot dedans, c'est essayer. Je lui ai dit, tu vas te débloquer de l'argent et tu vas nous rembourser. Donc voilà le point, au point où on est la SNSM, il y a les assurances, on se pose des questions. Les bateaux ne sont pas assurés. Aucun bateau de la SNSM n'est assuré. Le démantèlement du Jacques Morisseau, de mémoire, c'est 90 000 € pour le démanteler sur la côte. Ils n'ont pas d'assurance. Ils ont payé eux-mêmes, sur leur fonds propres, je suppose. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication. Ils ont payé les sépultures, les 3 sépultures. Je l'ai appris la semaine dernière, que c'est eux qui avaient réglé les sépultures, alors que la Ville des Sables avait dit qu'elle participerait, le département avait dit qu'il participerait. Moi, j'avais dit, la station, on participera.
Il n'était pas question que les épouses donnent 1 centime pour les sépultures. Et en fait, ils ont tout payé, mais on ne l'a pas su. Je l'ai su la semaine dernière par les pompes funèbres, qui m'ont dit « Ah ben non, ça a été réglé, c'est eux qui ont tout réglé. On m'a envoyé la facture, ils ont tout payé. » Donc voilà la communication de la SNSM. Voilà où on en est. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques tensions entre les Sables d'Olonne et le siège à Paris. Et puis il faut quand même dire que c'est eux qui vont choisir et dessiner, etc., les navires avec lesquels on va naviguer. C'est nous qui montons à bord. Alors, quelle expérience de la côte ils ont, de notre secteur d'activité? Aucun. Ils nous ont mis un flash bridge pour prendre quoi, l'apéro en haut. Ils rigolent. C'est une demande Parce que quelqu'un l'a demandé, on l'a mis sur tous les bateaux, quand vous savez ce que ça coûte. Nous, vous pouvez aller commander votre navire en haut derrière une petite casquette. Nous, on sort du port des Sables d'Olonne, toutes les portes sont fermées. Alors vous risquez pas d'aller commander à l'extérieur. Et moi, ça me sidère parce que, enfin, de par mon entreprise, j'ai investi plus de 4 millions d'euros dans des navires et même pas on nous a demandé à aucun moment ce qui était bien ou pas bien, quoi. Et les gens qui décident de faire ces navires et qui vont les dessiner et choisir ce qu'on va mettre dedans, ben, ils ont quoi comme navigation? Rien. Et jamais, jamais on nous demande quoi que ce soit. Il y a quand même un problème. Et c'est nous qui payons. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est eux qui payent, c'est nous. Par exemple, le gros Zodiac des Sables d'Olonne, le dernier rentré, c'est 100%. Le département, la région, et la ville. 100%. Le Jacques Morisseau, il a été payé à 100% par la ville. Si, quasiment. 90, ouais. 75%, pardon. Les bateaux de la SNSM sont financés 25% par la station, comme ils ont dû vous expliquer. Pardon. 25% par la station, 25% par le département, 25% par la région. Il reste 25% mis par le siège. Donc il y a 75% du bateau qui ne finance pas. Par contre, ils en sont les propriétaires. On paye et ils commandent. Ils en sont les armateurs, les bateaux leur appartiennent. Ça veut dire qu'ils sont propriétaires du bateau, ils ne les assurent pas, mais ils n'en payent pas l'entretien non plus. Parce que les stations qui payent l'entretien du bateau. Il a quand même fallu, voilà, il a fallu quand même 4 morts, parce que le marin en fait partie. Hein, malheureusement, il est comme il était, mais on le connaissait bien. Moi, je le côtoyais très régulièrement. Pour qu'on commence à regarder les problèmes sur le Jacques Joly. Alors que ça fait 3 ans, enfin, on a déjà parlé, ça faisait 3 ans que Christophe et le prédécesseur se battaient pour résoudre les problèmes. Waouh! Enfin, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas un vrai problème. Il y a un problème sur un navire, on le règle tout de suite, parce qu'il vient d'être fabriqué, donc il est garanti. Bah maintenant, il n'y a plus rien de garanti. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personne ne s'en occupait. Par contre, là, il y a eu 4 morts, on veut bien s'en occuper. Je pense que c'est plus médiatique que de vouloir s'en occuper. Et donc là, c'est quand même un sacré manque de sérieux de leur part. Enfin, je sais pas, vous achetez une voiture... tout est... Garantie, quoi. Tout est comme ça. Là, ils vont... Enfin, est-ce que quelqu'un le futur chantier architecte qui ont été nommés pour faire ces nouveaux bateaux, enfin, il n'y a que qui décide de qui va faire les nouveaux bateaux et quel architecte va être choisi. Alors, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que cet architecte, il a une vraie expérience des bateaux côtiers? Parce qu'on n'est pas des bateaux du large. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le danger à la mer, ce jour-là, si on avait été à 20 000 des côtes, on serait tous là aujourd'hui avec plaisir à visiter le Sénat. Le problème, il est à la côte. Le danger, il est à la côte. Et on le sait tous. Et l'architecte qui a été choisi, le chantier, qui a l'expérience pour parler de la côte? Et donc, moi, ce qui me vexe, c'est qu'on paye et il décide. La Vendée n'a pas les mêmes besoins qu'Arcachon ou que la Bretagne. Et il y a un gaspillage d'argent. Je vais répéter ce qui s'est dit il n'y a pas longtemps à Saint-Gilles, qu'ils avaient fait faire un devis pour réparer leur bateau. De mémoire, ça leur coûtait 50 et quelques mille euros. Ouais, je sais plus, quelque chose comme ça. Ils l'ont dit à la Réunion, hein, monsieur. Et Paris a refusé, ils l'ont envoyé à l'autre bout de la Bretagne et ça a coûté 140 000 euros, ou je ne sais plus combien. 3 fois le prix. 3 fois le prix.
Le problème, c'est de ne pas être propriétaire du bateau, d'en avoir l'entretien. Alors nous, on n'a pas le souci, on a l'entretien, mais il faut trouver l'argent pour l'entretenir. Et trouver l'argent pour l'entretenir, eh ben, c'est la station. Alors c'est les portes ouvertes, c'est tout un tas de choses, c'est des dons, c'est que des dons, on ne vit qu'avec ça. Mais le bateau leur appartient, ils en font ce qu'ils veulent. Donc ils ne financent pas beaucoup les bateaux, mais par contre ils leur appartiennent. Donc c'est vrai que quelque part le bas blesse, quoi. Et des fois on ne nous demande pas notre avis quand il y a quelque chose à faire, quoi. On arrive à se débrouiller de nous-mêmes, à faire les travaux qu'on a envie de faire. Quand on veut faire quelques changements à bord d'un bateau, et ben on ne leur pose pas la question, on le fait. Après, il faut être vigilant dans les travaux. Mais il y a un gros souci financier, je pense, au niveau du matériel, c'est pareil, on achète tout le matériel. Moi, j'ai pris l'exemple, je suis sapeur-pompier de métier. Là, la SNSM, je veux envoyer quelqu'un de la station, des bénévoles de la station en formation au pôle national à Saint-Nazaire, que vous avez visité, qui n'est pas très loin et qui est un beau site, hein, ils ont du matériel, hein. Je suis obligé de payer le stage, je paye la formation, la station paye la formation. Et bien, c'est comme si on demandait à un chef de centre de secours pompiers volontaires, où il n'y a pas de professionnels, il n'y a que des volontaires. Ben, pour envoyer ces sapeurs-pompiers en stage, il faudrait qu'ils payent le SDIS. Qu'ils donnent de l'argent au SDIS pour envoyer ces pompiers volontaires en stage. Ben, le coût des bottes, c'est pareil. C'est la même chose. Et là, moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, j'envoie personne, je vous rassure. Saint-Nazaire, on y est allé juste pour le visiter. Mais j'ai dû avoir... Le seul qui est allé, c'est Dimitri. Et c'était une formation que c'est eux qui offraient en plus. Mais voilà, il n'y a jamais personne. J'ai dit, il n'est pas question que je donne de l'argent à la SNSM. Je ne peux pas le concevoir, ça. Comment je peux reverser de l'argent à la SNSM? Et le matériel, je l'achète via un site internet. J'achète le matériel. J'ai le cas là, sur les nageurs, on est 5 nageurs à bord du bateau. Il me fallait des casques, on avait tout perdu dans le naufrage, il fallait que je rachète des casques. J'ai racheté 5 casques, 450 €, je crois, de mémoire, mais j'ai payé à la SNSM. J'ai payé 450 € au siège pour avoir des casques pour notre protection. Là, j'ai beaucoup de mal à concevoir ça, moi. Pour moi, ça me... Là, on a demandé, ils ont... Donc, je vous prends l'exemple des pompiers. Ouais. Ben, c'est comme si le chef de centre, il achetait des casques, ou 10, pour que ces pompiers aient un casque pour aller en intervention, pour aller au feu. On revient au même. Donc maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit eux, mais ça, c'est la réalité par contre. Enfin, faut payer des formations aux gens. Vous imaginez qu'il y a quelques années, il y a 3-4 ans, moi, un jour, le président vient voir, puis il me dit, David, tu vas aller à Saint-Nazaire pour faire un stage de plongée. Il se fout de ma gueule. Je suis désolé, hein, je parle... C'est une blague. Je suis scaphandrier depuis 97. J'ai plus de 10 000 plongées à mon actif. Hier matin, j'étais encore en train de découper des pieux dans 20 mètres d'eau sous un pont. Et on va me demander d'aller faire un stage qu'il faut payer. Donc là, ils sortent des bottes pour les plongeurs-nageurs. Eh ben, on ne peut pas les avoir parce qu'on n'a pas fait le stage. On n'a pas les formations à la SNSM. Je suis dans le même cas que David, je suis plongeur de métier depuis 31 ans. Je suis plongeur depuis 31 ans, moi, chez les pompiers. Donc, on me demande d'aller en formation, que la station paye 600 € la formation pour aller faire une formation de plongée. Enfin, j'ai 31 ans de plongée. Comment on ne peut pas me donner une équivalence? On ne peut pas me faire un diplôme SNSM avec une équivalence. J'ai plus de 1000 plongées chez les pompiers. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à m'apprendre. Je ne vois pas trop ce que je vais aller faire en stage. Donc on n'y va pas. Ben là, l'histoire de ces chaussures qui est tombée le jour par mail, j'ai fait la demande au directeur des achats qui était là tout à l'heure. Je lui ai dit, ben, j'ai fait une demande, j'ai pas eu de réponse. Je dis, on ne peut pas en avoir. Ah non, vous n'avez pas de diplôme SNSM, on ne peut pas vous en donner. D'accord. Ben, je dis, garde-les, c'est pas grave. Garde-les, tes chaussures. Quand il est reparti des sables, quand même, il est venu me voir, il me dit, bon, écoute, tu m'envoies un mail avec les pointures et puis on va s'arranger, on va vous en donner. Enfin voilà. Donc il y a eu un drame au Sable d'Olonne, parce qu'autrement, voilà. C'est comme les... donc tout à l'heure, on est venu là pour ça aujourd'hui, pour éviter que ça se reproduise. Donc malheureusement, on ressortira dans du mauvais temps, ça c'est clair, net. Mais bon, si le bateau est adéquat et qu'on n'a pas de soucis, il n'y a pas de raison. Voilà, mais la mer... mais il faudra y retourner quand même. Moi, une chose qui est sûre, c'est que j'ai toujours été un petit peu rebelle là-dessus. Il est hors de question de mettre tout cet accoutrement de ce cosmonaute où c'est marqué SNSM du casque jusqu'aux chaussures.
Parce que ce qu'ils n'ont toujours pas compris, que s'ils avaient parlé à des professionnels, il y a longtemps que je leur aurais dit, exactement comme j'ai dit aux pompiers il y a quelques années, suite à un gros accident là, en Bretagne, quand vous arrêterez d'habiller vos gens en cosmonautes, ils ne s'accrocheront pas partout. Parce que quand vous vous retrouvez dans l'eau avec une mer démontée, vous avez intérêt d'avoir un peu d'aisance. Et vous comprenez bien que si vous avez un casque, une paire de lunettes, un gilet avec 40 poches devant, 3 poches derrière, un harnais, etc., vous êtes même plus libre de ce que vous faites, vous subissez. Parce que vous avez un volume qui est tellement important sur vous, flottant, que vous devenez un petit bonhomme en mousse dans une machine à laver. Donc, c'est des choses comme ça que moi, je vais essayer de faire passer, puisque j'ai proposé à des gens là, qui s'occupent de la sécurité cet hiver, quand il y aura du gros mauvais temps, on va se mettre au bout des jetés, là, et puis on va se jeter dans les coups de mer, avec des équipements différents pour leur faire voir avec quel équipement on est capable de sortir à peu près correctement et avec quel équipement on va en prendre. Donc ça, on va le faire en réel. On va se faire filmer pour leur faire comprendre, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Donc on va aller au bout des jetés, on va jeter avec différents systèmes de VFI, avec différents systèmes d'habillement, parce que, enfin, aujourd'hui, quand je vois les photos où ils sont en ronge d'en haut jusqu'en bas avec une paire de bottes, vous imaginez dans l'eau ce que ça représente, quoi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder de plus près. On a les moyens de faire des essais, on a les moyens d'aller se jeter dans le mauvais temps pour comprendre, pour faire comprendre aux gens que ceux qui vont se retrouver à l'eau, pour avoir de l'aisance, il ne faut pas que ce soit des cosmonautes. Ça, c'est hyper important. Parce que ce jour-là, Christophe et moi, je pense que notre combinaison nous a sauvés, puisqu'on a été obligé d'arracher la VFI, parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, c'est tout simple. La VFI, elle gonfle autour de votre cou. Sauf que nous, on a des manuels. Parce que ça m'est arrivé, ça nous est arrivé plusieurs fois de se plonger sous des bateaux pour récupérer les gens qui sont coincés en dessous. Si elle se gonfle, mais vous ne pouvez plus aller sous le bateau. Donc, on a des manuels. Mais sauf qu'on n'a pas de sous-cutale. La sous-cutale, c'est une petite sangle qui part de derrière, qui passe entre vos jambes et qui vient se tendre devant. Ce qui fait que quand la VFI s'est gonflée, les coups de mer étaient tellement importants que dès qu'on a fait surface, enfin, on n'était pas l'un côté de l'autre, mais on a eu les mêmes réactions et on a beaucoup parlé, la VFI, elle se retrouve ici. Ouais, mais l'eau, elle est là. Et vous vous poussez comment pour aller chercher l'air? Vous ne pouvez pas. Donc ça a été, c'est pour ça qu'on les a arrachés l'un et l'autre sans se parler, sans se voir. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire. Je crois que c'est le but d'aujourd'hui. Hein. Il y a un gros travail à faire sur les systèmes de gilets. Ça c'est hyper important. Mais sans faire des essais, je ne vois pas comment on va choisir la bonne solution. Et puis après, effectivement, dans les équipages, j'en ai parlé tout à l'heure parce que ça m'a énormément vexé. Je pense qu'à un moment donné, les stations, les patrons de stations, les présidents de stations, en fonction des interventions et en fonction des besoins et de l'expérience des gens, ils doivent adapter les bateaux. Ce jour-là, c'est ce qu'on a fait en réalité, sauf Dimitri. On n'a pas fait sonner les bips, on n'a rien fait sonner, on s'est appelé. Parce que justement, on ne voulait pas embarquer n'importe qui à bord, sauf qu'en mécanicien, il n'y a plus que Dimitri et c'est Yann qui l'a appelé. Donc je pense que ça, c'est vachement important. Parce que malheureusement, enfin, dans notre accident, tout le monde est resté très serein. Donc c'est déjà une bonne chose. Et il n'y a que les gens qui ont l'expérience de la mer qui sont capables de surmonter ce genre de choses. Et je vois bien souvent dans des bateaux où il y a beaucoup de jeunes, hyper dynamiques, volontaires, tout ce qu'on veut. Mais attention. Je n'ai pas vraiment la même vision des choses sur un bateau dans du mauvais temps, un bateau dans de la brise, puis un bateau dans du beau temps. Pour moi, il y a 3 étapes et il y a 3 embarquements différents. Le bateau restera le même, il n'y a que l'équipage. Mais ça, c'est un rôle, c'est le rôle de la station de faire tourner ses équipages en fonction de la météo, en fonction de l'intervention. Moi, j'ai été franc avec, on est 30 bénévoles au Sable, j'ai été franc avec tout le monde. Il y en a, je leur ai dit ouvertement, vous n'embarquerez jamais par mauvais temps. Que vous le vouliez ou pas, vous n'embarquerez pas. Vous n'avez pas d'expérience, vous ne sortez pas du monde de la mer, vous ne sortez pas du monde du secourisme ou
ou de quelque chose où vous êtes capable de réagir, eh bien non, vous n'embarquerez pas. La priorité sera faite aux gens de mer. Il ne faut pas se voiler la face, les gens de mer restent des gens de mer, c'est leur métier. Et voilà, après, les nageurs, un ou deux nageurs, on a deux jeunes nageurs qui font partie de la station. Ils vont y venir, mais ils vont y venir doucement. On ne va pas les jeter dans l'eau comme ça. C'est Ruben qui est avec nous. Oui, mais Ruben, on l'emmènera, voilà. Et on l'emmènera, on va les amener gentiment. Bon, le jour où ils seront là et qu'il n'y aura qu'eux, il faudra le faire. Mais qu'ils aient au moins eu un peu d'expérience avant. Et de ne pas lancer les gens comme ça à l'aveuglette. Alors les stations qui ne le font pas, je les comprends. Ceux qui n'ont pas le choix, qui ont un problème de bénévole. Oui. Voilà, je peux comprendre. Hein. Un problème de bénévole, c'est un problème de bénévole. On ne peut pas refuser un sauvetage parce que, non, je juge qu'il n'est pas assez bon. Oui, mais il n'y a personne pour partir. Si, alors il part. Je le comprends. On peut sauver une vie humaine aussi quand même. Donc c'est le but premier. Donc voilà le... Mais c'est quand même vachement important parce qu'il parle de Ruben, c'est son gendre. Christophe, c'est un super gamin, qui est un super nageur, qui est un super sauveteur. Et sa première intervention, c'est un 12 mètres qui s'est mis à la côte en pleine nuit. Et moi, quand je suis parti de la maison, quand Bip a sonné, j'habite au bord de la mer, et je voyais déjà le bateau au loin, et je savais que le problème, il était là et pas ailleurs. Et donc, du coup, on a pris la décision de partir par la côte, et je l'ai emmené avec moi. Donc, il faisait pas beau. Et on est parti à la nage à 3h30 du matin, et il m'a suivi. Donc déjà, quand on s'est changé dans le camion sur le bord de la route, je l'attendais, parce qu'il avait du mal à se changer. Et on est parti. Et à un moment donné, on a essayé de se mettre le plus près possible du bateau, parce que moi, je voulais simplement empêcher les marins de sauter à l'eau. Parce que je connaissais les deux marins, et je savais que s'ils sautaient à l'eau, même dans 3 mètres d'eau, de toute façon, ils étaient tous les deux noyés. Des gens vraiment costauds, et vu l'état de la mer. Et il s'accrochait derrière moi, et il bougeait plus. Et quand on est revenu, il en a parlé à son beau-père pendant 15 jours de ses interventions, tellement que ça l'avait marqué. Alors que pour nous, ça nous paraissait... Voilà. Donc c'est pour dire que je pense qu'à un moment donné, les formations, c'est bien, mais chaque station a ses expériences. Il y a des gens dans les stations qui sont capables de justement gérer ce genre de choses et former les gens aussi à leur zone d'activité, parce qu'elle est vraiment différente les unes des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on nous dit, moi on m'a dit il y a quelques années, non, vous ne plongerez plus, vous n'avez pas le droit de plonger, vous n'avez pas eu les formations. Ok, vous ne pourrez pas être patron, vous n'avez jamais patron. Ah bon? Parce qu'il faut aller dans un simulateur, parce qu'il a été payé 1 million et quelques, alors qu'il y en a dans toutes les écoles des pêches. Quel intérêt d'avoir acheté ce simulateur, puisqu'il y en a dans toutes les écoles des pêches? Donc il y a beaucoup de choses qui se font en interne, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, aussi bien financier qu'autre chose. Beaucoup de choses se font ici à Paris, sans que nous, on en soit informés, ou même on décide de rien, quoi. Là, les VFI, tout ce qui s'est passé depuis le 7 juin. Donc du coup, on en a racheté. Et puis cet hiver, on va faire l'expérience pour nous rassurer et rééquiper les gens de la station correctement. Et il n'y aura pas marqué SNSM sur les vêtements. Ça, je peux vous le garantir. Je ne sais pas si vous l'ont dit, mais ils nous donnent une dotation comme ça, même ça arrive. Hein. Il y a quelques fois où on nous donne du matériel, mais c'est quand la Fondation Total leur donne le matériel. Oui. Voilà. Oui. Si la Fondation Total donne du matériel, ils nous le renvoient. Mais ils nous le renvoient tellement bien que là, c'est arrivé au mois de mars, on avait des VFI automatiques. Alors, j'ai rien à redire contre ces VFI parce que c'est du très très bon matériel. Par contre, ils nous les envoyaient au mois de mars. Quand on les a regardés, au mois de septembre, il fallait payer la révision des VFI. On a fait remonter l'info. J'ai dit, vous vous rendez compte que vous nous donnez le matériel en mars et qu'il faut qu'on paye la révision au mois de septembre? J'ai dit, vous plaisantez ou quoi? J'ai dit, vous auriez peut-être pu ou les faire réviser, ou je sais pas, faire quelque chose qui ait au moins 1 an de validité. Ben non, même pas. 6 mois de validité et vous allez payer. On ne payera pas. Vous allez payer les... Moi, je viens de les faire contrôler, les notes. Enfin, celles que j'ai récupérées après le naufrage. Donc... Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, écoute, je vous remercie vraiment beaucoup, messieurs, pour ce temps d'échange, de témoignage très, très émouvant.
Je ne sais pas si les collègues voulaient peut-être ajouter quelque chose, Didier particulièrement. Juste vous demander, en saluant votre courage, et voilà, ça nous a fait froid dans le dos, et plus que froid dans le dos, et on s'imagine ce que vous avez vécu. Est-ce que les relations compliquées et difficiles que vous avez eues après le drame avec la SNSM, est-ce que c'était déjà le cas avant, ou est-ce que ça s'est encore plus détérioré au regard de comportement, mais pas que? Est-ce que déjà avant il y avait voilà, ces difficultés, ou est-ce que le drame a fait ressortir tout cela Non, avant, on s'occupait pas d'eux. En fait, on applique les textes qu'ils sortent. Mais non, on n'avait pas spécialement de problème avec eux. Les problèmes, je dirais qu'en mai, ça avait commencé un petit peu, vous voyez, un mois avant. On avait eu l'assemblée départementale de la SNSM qui avait lieu à Saint-Gilles. Et moi, j'étais présent et j'avais soulevé le problème des bateaux de réserve. Déjà, sans penser que 3 semaines après, on allait chavirer, quand même. Et je me souviens le dernier qui avait pris la parole à cette assemblée, c'était Yann Chaniolo, malheureusement, et qui avait regardé Xavier Lagorce en lui disant « Mais il va falloir que vous bougiez, parce que là, vous allez droit dans le mur et on va avoir un accident. » Il ne pensait pas si bien dire. Ah bah oui. 3 semaines après. Et quand j'ai eu Xavier Lagorce au téléphone, je lui ai dit « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au mois de mai. » Il m'a répondu « Ah bon? Parce que vous m'avez dit quelque chose ?» J'ai dit « D'accord, ben voilà, vous n'avez vraiment rien compris. » Par contre, son futur remplaçant, lui, était venu me voir après. Et j'attends de le rencontrer samedi. Il vient au SAB samedi. On a un délégué en Vendée qui est très très bien, monsieur l'amiral Le Chat. Donc en réalité, on fait beaucoup de choses avec lui. On passe pas par Paris. Lui, c'est un monsieur qui est très 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 agréable. Et il sait faire la part des choses. Les SAP, c'est un petit peu comme l'IDIE, vous avez eu l'occasion de discuter avec eux. En réalité, on est très autonome. On s'occupe pas d'eux. Donc voilà. Donc là, on est plus un peu vexé par rapport à certaines choses. Mais ouais, on essaye de s'adapter pour être les plus performants possible et qu'il n'arrive à rien. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà quoi. Et juste comme tout à l'heure, j'ai entendu le sénateur Mandry, comment on était maintenant. On va bien, je vous rassure. Les nuits ne sont pas toujours bonnes. On en parle beaucoup entre nous. On se voit toutes les semaines, tous les 4, oui, c'est sûr. Mais oui, on se voit très souvent, on en parle tous les 4 et on reste soudés. Après, chacun le vit différemment. Mon fils n'a pas voulu venir aujourd'hui. Il est plus jeune déjà. Il ne m'en parle pas beaucoup, c'est peut-être avec moi qu'il en parle le moins. Vous voyez, comme quoi. Je pense qu'il en parle plus avec David et ses copains. Ses copains, c'est les enfants des défunts. Donc c'est ses copains d'école. Voilà. Ça reste un monde de marins, ils sont entre eux, ils se connaissent. Mais on ne le vit pas tous pareil, quoi. Donc moi, je sais que pour moi, personnellement, c'est en dents de scie. Il y a des jours bien, des jours moins bien, des nuits moins bonnes, des nuits très bonnes, ça dépend des fois. C'est pas... Mais je fais pas de cauchemar, voilà. Ça reste... on apprend à vivre avec. Il faut se dire une chose, c'est que c'est gravé dans nous et on l'aura à vie. Maintenant, à nous de vivre avec, surtout. Ouais, moi, j'ai jamais dormi la nuit, donc comme ça n'a pas changé grand-chose. Je me réveille à peu près à 2h, parce que je fais beaucoup de quart la nuit à la mer. Donc, les nuits sont très courtes, mais non, moi, je vois Jérôme tous les jours. Manu tous les jours, enfin quand je suis pas à la mer, et puis Christophe quand il travaille pas. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à me payer une machine à café. Mais non, moi sur ce drame, voilà, j'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, je suis plus vexé de l'homme, de moi, que l'intervention m'a marqué. Parce que j'ai eu la chance de faire partie 20 ans des pompiers au SAB. Depuis 2004 à la SNSM, donc des interventions, j'en ai fait. Et ce qui me vexe le plus aujourd'hui, c'est de voir ce qui s'est passé sans pouvoir intervenir. Et ça va me jusqu'au bout.
On y retournera, ça c'est clair. Et puis on va développer le matériel en interne. Ça, en plus, on va pouvoir emprunter. Là, le CFI a un énorme Zodiac que la ville a payé. D'ailleurs, tiens, alors petite info, c'est intéressant. Par exemple, ce Zodiac, donc, il a été payé à 100% par la ville des Sables. Donc, vous pouvez comprendre que le monsieur du CFI, il avait une exigence, c'était d'avoir 2 Yamaha. Puisque, vous savez, ça marche beaucoup avec les mécaniciens qui sont autour de chez vous. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'au Sable, c'est beaucoup Yamaha et Suzuki, sans faire de... Et bah non, t'auras des Evinrude. Des Mercury. Bah oui. Et plus cher que les Yamaha. Comment on peut imposer quand on ne paye pas, on ne finance pas. Alors, alors nous, ce Zodiac, on l'a là, parce que quand Christophe est parti en vacances, il avait grand besoin, j'ai pris sa place et pendant une dizaine de jours. Et puis la nuit, je me suis réveillé, je dis putain, ça va pas du tout. Et je dis, s'il arrive quelque chose devant les Sables, et puis qu'il y a 2 personnes coincées dans un navire, ou quelqu'un à l'eau, puis qu'on est obligé d'attendre malheureusement nos collègues de l'île-Dieu ou de je sais pas d'où, on s'en voudra toute notre vie. Donc je vais attendre Christophe à revenir, et puis on va demander au CFI de nous mettre le gros Zodiac à disposition. Donc c'est ce qu'a fait le CFI. Aujourd'hui, on a un gros 8 mètres, avec de gros moteurs devant la station, prêt à intervenir s'il y avait quelqu'un qui tombait à l'eau, parce que voilà, et il nous en a beaucoup parlé, ça l'a chaviré cette histoire de moteur. Parce qu'il a eu, en plus on a les prix, hein, bien sûr, puisqu'on paye. Alors aujourd'hui, il lâchera pas, il ne va pas lâcher le combat, il veut que les moteurs soient enlevés et que ça soit des Yamaha. Sachant que Saint-Nazaire a le même bateau. Hein. Il y a le même bateau au pôle de formation. Et ils font faire des devis pour changer les moteurs et mettre des moteurs Yamaha, ce que lui voulait. Et là, il a du mal à comprendre. Il est venu me voir, on m'en a parlé l'autre jour, il m'a dit j'ai du mal à comprendre. Saint-Nazaire fait faire des devis pour mettre des moteurs Yamaha, et moi je demande des moteurs Yamaha, on me refuse, et en plus ils ne donnent pas un centime, ils ne financent rien. Et le bateau leur appartient, en prime, parce qu'il est quand même à eux. L'armateur, ça reste la SNSM. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Nous, la seule chose qu'on veut... Après, c'est plus mon rôle, moi, c'est pas mon rôle d'aller... C'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les... que la station tourne. Voilà, ce qu'on veut, c'est pouvoir les sauver des gens ou aller chercher des bateaux, mais en sécurité. Et aujourd'hui, enfin... Bon, je pense pas qu'on arrivera à retrouver confiance en Jacques Joly, parce que moi, j'étais là cet hiver quand on a perdu les 3/4 de la partie haute du bateau neuf. J'étais à bord. Mais bon... Je pense que là, on a beaucoup discuté avec le chantier. Je pense que le chantier l'a pris à cœur et j'espère qu'ils l'auront bien remis en état et qu'on va réussir à retrouver confiance à ce navire. Avant qu'ils partent le navire, j'étais très clair avec eux. Je leur ai dit que de toute façon, s'il y avait un problème de structure dans l'hiver, ils étaient morts. Et Paris a souri. Je me suis dit, bah, je parle pour vous. Je parle pas que pour le chantier. Parce que là, à un moment donné, ça suffit, quoi. 3 ans de problème, tout le monde s'en fout. 4 morts, on s'en occupe. Mais... le bateau n'est pas resté au Sable, il est parti en Bretagne, alors que nous, on avait un vrai souhait, c'était qu'il reste au Sable pour surveiller ce qui se passe, parce qu'on s'y connaît un petit peu quand même en navire. Il est monté en Bretagne. Donc on n'a rien vu du tout de ce qui s'est passé. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est qu'on espère que ça n'a pas été une histoire d'argent, et ça a été une histoire de cœur, et que le bateau a été remis en bon état, et que cet hiver, on va sortir avec du gros mauvais temps, et que le bateau ne va pas nous lâcher dans les doigts. C'est tout ce qu'on souhaite. Bien. Je pense.